Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous quotidien et des sports. Les points saillants avec Samuel Mech. Football, 23e journée de Ligue 1 ivoirienne. La SEC prend encore le dessus sur l'Africa Sport lors de matchs serrés. Mossou s'impose face à Bassam et le WAC a enregistré son 14e match nul face à Bouaké FC. Jeu de dames. Les pions ont été rangés ce week-end pour l'Open 5 étoiles de la ville d'Abidjan. 2 Ivoiriens figurent parmi les 10 qualifiés pour le mondial en décembre prochain en Chine. Jeu de dames, l'Open 5 étoiles de la ville d'Abidjan s'est achevé hier dimanche au plateau. Les meilleurs, dont 2 Ivoiriens, participeront au mondial de jeu de dames prévu en Chine en décembre prochain. Revenons sur cette journée assez mouvementée avec Marilyn Dasso et Samuel Mech. Les 10 qualifiés, parmi lesquels 2 Ivoiriens ont été désignés après les 8e et 9e rounds des damistes pour le mondial des jeux de dames en Chine au mois de décembre 2018. Atsé Nchojoel, pivot des damistes ivoiriens, ne fait pas partie de cette sélection après l'accumulation de plusieurs défaites et nuls. Alexander Schwarzman, champion du monde en titre après 4 victoires, est en tête. L'Ivoirien Anno Adonis est premier de tous les damistes ivoiriens. 4 victoires, 3 nuls et 1 défaite. C'est avec beaucoup de joie que nous sommes en train de clôturer cette compétition qui vient combler ce vide qui a toujours existé en Afrique, dans le milieu du jeu de dames. Les 10 sélectionnés sont largement à la hauteur de la compétition. En ce qui concerne ce tournoi qui a cours en ce moment, il y a de très fortes chances que le champion émerge du continent africain. Rendez-vous est pris au mois de juin du 3 au 10 en Hongrie pour l'Open 1 étoile. Au volleyball, les phases de play-down chez les hommes se poursuivent au Palais des Sports de Trècheville. La sélection de Port-Bouët Volleyball Club a joué d'expérience pour battre celle de Beaunois 3-7-0. Nous sommes toujours avec Marilyn Dasso et Samuel Mech. Les hommes de Beaunois en gris et blanc espéraient bien remporter le gain de cette rencontre. Ayant pourtant bien entamé le premier set, ils seront finalement dévancés par leur adversaire 26-24. Au deuxième set, tout se joue grâce à la stratégie de Guillaume Boka, le coach de Port-Bouët. Beaunois laisse s'installer un flottement, ce qui permet à la formation de Port-Bouët de dominer pleinement le match jusqu'à la dernière minute du set, 25-14. Le troisième set est plus difficile pour la jeune sélection de Beaunois avec l'entrée de Guillaume Boka, coach-joueur au dossard 6. Beaunois ne retrouve plus ses repères face à la fougue et à la détermination de l'équipe adverse. 25-15. Poursuivons avec le cricket. Les entraîneurs et les arbitres de la Fédération ivoirienne de cricket ont mis à jour leurs acquis dans le cadre d'un séminaire de formation. Il s'est tenu du 28 au 29 avril au lycée municipal de Koumassi. Les détails avec Aude Alégbé. Pour ce premier stage de la saison 2017-2018, la Fédération ivoirienne de cricket a fait appel aux entraîneurs et aux arbitres. 18 techniciens y ont participé. La session était dirigée par Sékou Kone, directeur technique national et expert en cricket. C'est la pédagogie que nous sommes en train d'améliorer. Comment ils vont enseigner, puisque nous sommes une nouvelle fédération et l'État de Côte d'Ivoire nous demande la vulgarisation et la promotion de ce nouveau sport. Cette année, la Fédération ivoirienne de cricket a pour ambition d'organiser des matchs avec certains établissements afin de les inciter à participer aux compétitions. Le cricket à sa 3e année, on va à sa 4e année. Je pense que le niveau commence à aller. Il nous faut un peu de soutien. Voilà, voir le matériel, un peu les infrastructures. Tous ceux qui doivent s'occuper de ces athlètes à l'intérieur, ils sont déjà informés. Et nous, très prochainement, nous allons engager ces formations
Avant cela, il faut penser aussi à la formation des athlètes qui sont déjà des seniors, des filles comme des garçons. Il faut penser à la formation de la presse. L'objectif visé est la promotion du cricket dans les écoles. Il existe déjà des équipes dans plusieurs établissements, notamment au niveau des juniors et des cadets. La fédération veut renforcer ce acquis et encourager le plus grand nombre d'écoles à emboîter le pas à celles qui disposent déjà d'équipes de cricket. Parlons maintenant de l'inauguration de la pelouse synthétique de Yopougon. La Fédération ivoirienne de football a procédé ce matin et en présence du ministre des Sports et des Loisirs à l'inauguration de la pelouse synthétique du complexe Jesse Gerson de Yopougon. La pelouse abritera les rencontres de la Ligue 2 et celles des divisions inférieures. Vous aurez les détails de cette inauguration dans notre prochaine édition. Toujours en football, en prélude à la CAN 2021, visite du chantier de Bimpé. Le projet sino-ivoirien de construction du stade olympique de Bimpé avance très bien. Après la première visite média, c'était en janvier dernier, l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire a organisé une deuxième visite le vendredi 27 avril dernier. Objectif, présenter aux médias l'avancée des travaux et célébrer par ailleurs les meilleurs travailleurs du chantier à travers des récompenses. Salif Ouattara. Des tribunes qui sortent de terre, un vaste parking qui prend forme et le tracé d'une pelouse qui se confirme. Le stade olympique de Bimpé a reçu la deuxième visite ouverte à la presse le vendredi 30 avril dernier, après celle du mois de janvier. Cette fois-ci, le conseiller économique et commercial de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, San Liang, et le directeur de cabinet du ministère des Sports et des Loisirs, Moumouni Silla, se sont dit satisfaits de l'avancée des travaux. 3 mois après la première visite, au cours de laquelle le ministre François-Albert Amicha avait insisté sur le respect de la date de livraison, la délégation a constaté que beaucoup de choses ont été faites et les délais de livraison sont tenables. Lors de la présentation de la partie chinoise, ils ont dit qu'en octobre 2019, ce joyau-là sera livré à la République de Côte d'Ivoire. Avec l'organisation qui est faite sur le terrain, je pense que c'est une réalité. On a fait le constat, donc tout marche bien. On va tout faire pour respecter le délai. Le chantier évolue bien. Les travaux sont à un niveau d'exécution satisfaisant. Ils sont à plus de 25% de taux de réalisation de ce qui est prévu. Et compte tenu des délais qui sont impartis, on peut dire que ce niveau-là est de nature à nous satisfaire. Profitant de l'occasion, le maître d'ouvrage chinois n'a pas manqué de respecter la tradition lors de la fête du travail. Comme il est de coutume en Chine, plusieurs ouvriers ont été récompensés pour leur professionnalisme et leur ardeur au travail. Le projet de construction du stade olympique de Bimpé mobilise depuis son début d'exécution en décembre 2016 plus de 1000 emplois directs et indirects. Bâti sur une superficie de 20 hectares, le stade de Bimpé devra accueillir une fois achevé au moins plus de 60 000 spectateurs. Une seule information en actualité internationale. Il s'agit de rallye. La 5e manche du championnat du monde des rallyes s'est déroulée du 27 au 29 avril et c'est en Argentine. Très vif sur le circuit et c'est le champion estonien Ott Tänak qui s'est imposé assez facilement d'ailleurs face aux grosses pointures des sports automobiles. L'information est de Salif Ouattara. Je ne suis plus seule. Capite Bakayoko et Aimé Brière sont avec moi. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Marie. Ensemble, nous allons parler de ce choc, de ce derby exceptionnel que nous avons tous suivi hier au stade Robert Champeau de Marcory, Africa, ASEC Mimosa. Voyons ensemble le résumé de cette rencontre que nous propose Patrick Dadier. Champion. Dès la 22e journée, l'ASEC Mimosa affronte l'Africa dans une ambiance de derby. Dès la 24e minute, le fer de lance des jaunes et noirs, Ahmed Touré, hérite de magnifiques ballons.
Il ouvre le score et lance le derby. 2 minutes plus tard, l'Africa obtient un penalty. Mamadou Diomandé bute sur Cissé Karim, mais finit par conclure. La pause intervient sur le score d'1 but partout. En seconde période, les deux équipes se battent avec acharnement pour la possession du ballon. À la 64e minute, l'ancien Mimo, Aubin Cramo, réussit à faire la différence. Sa frappe enroulée est d'une grande beauté. L'Africa prend les commandes du derby. Mené au score, les Mimos essaient de réagir. Grâce à une frappe à la 71e minute de Badié Bagnon, ils parviennent à faire la jonction. À 10 minutes de la fin, la SEC bénéficie d'un penalty. Le redoutable Ahmed Touré redonne l'avantage aux actionnaires. La SEC triomphe de l'Africa 3-2 et se rassure avant la réception d'Aduana Stars du Ghana dimanche prochain en Coupe de la Confédération. Le résumé était plutôt signé Jean-Sylvain Esso. Alors, Capita, une fois de plus, l'ASEC Mimosa a pris le dessus sur son éternel rival, l'Africa Sport, au terme d'une rencontre très rythmée. Oui, on l'a noté, hein, l'ASEC a encore confirmé sa suprématie sur notre championnat actuellement. L'ASEC a surtout montré que malgré le niveau de la résistance de l'Africa, c'est le club champion en titre depuis donc maintenant 2 ans. C'est le club qui a aujourd'hui la plus grande confiance. Ouais. C'est une équipe qui joue en confiance, c'est une équipe qui joue sans paniquer parce qu'elle a été capable, après avoir été menée, d'avoir le sang-froid qu'il faut pour revenir à la marque et ensuite faire la différence. Donc on a un résultat qui est conforme à la réalité actuelle de notre football. Alors, mais l'ASEC Mimosa voulait donner de la saveur à son 26e titre. Ça a été le cas? Oui, un 26e titre acquis déjà pour la journée précédente, mais les Mimos ont bien fait les choses, hein, il faut bien le dire, et il faut associer l'équipe de l'Africa à la réalisation d'un spectacle qui est sans doute l'un des meilleurs de notre Ligue 1. Et il faut dans ce sens féliciter les deux formations qui ont mis tous leurs atouts en jeu pour le gain de la rencontre, pour le gain revenu à la SEC, mais le public était heureux d'assister à une telle empoignade. Alors, 5 buts ont été marqués pour le bonheur, bien sûr, du public qui était présent, du grand public qui était présent au stade Robert Champrou de Marcory et aussi des téléspectateurs qui ont suivi cette rencontre à la maison. Alors, ensemble, nous allons disséquer chacune de ces réalisations. Nous commençons bien sûr par l'ouverture du score par l'ASEC Mimosa à la 24e minute. Voilà, Aimé. Oui, alors c'est sur ce long ballon du défenseur central burkinabé Kwanda que Ahmed Touré, hein, le chasseur de but, va s'engouffrer dans cette défense de l'Africa. Il passe entre Zébré et Opoku et il réalise un geste technique d'une grande difficulté parce qu'il dévie le ballon dans le sens même où va le jeu. Quand on remet le ballon dans le sens contraire du jeu, c'est facile, mais là, regardez, il remet ce ballon dans le sens où il vient et il a suffi d'un petit contrôle de l'intérieur du pied droit pour le mettre hors de portée. Il n'a pas cherché la puissance, il a pu chercher plutôt la précision et il a réussi à mettre ce ballon du pied droit, intérieur du pied droit, hors de portée de Zadi Hortalin. Là, peut-être un petit manque de vigilance de cette défense centrale de l'Africa qui va pas s'illustrer de la meilleure des façons durant toutes ces rencontres. Il y avait beaucoup de nervosité et là, bon, il y a un manque de vigilance assez net. Non, on le voit bien, c'est une défense centrale qui n'est pas de très bonne qualité en termes de, j'allais dire de... Complémentarité? Non, de complémentarité, parce que on le voit, sur ce type de ballon, on doit avoir un défenseur qui attaque le ballon et un autre qui essaie de couvrir. Or, on a vu les deux défenseurs sont restés au même niveau et surtout, ils n'ont pas réussi à se mettre entre l'attaquant et le ballon. Donc, l'attaquant a pu simplement se mettre entre Opoku et le ballon pendant que Zébré courait à côté. Donc, en fait, c'est une défense centrale qui présente quelques défaillances qu'il va falloir travailler. Mais cela dit, l'attaquant a montré toute son expérience. Parce que quand on le voit bien, on voit qu'il bloque Opoku, il empêche donc de passer pour se mettre entre lui et le but adverse. Opoku qui reste dans cette position. Moi, j'ai toujours dit qu'Opoku, c'est un très grand arrière central. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont eu peur de provoquer un pénalty aussi? Non. Je dis, tu provoques un pénalty lorsque tu vas au contact avec l'adversaire. Mais tu ne provoques pas le pénalty lorsque tu te mets soit entre l'adversaire et le ballon,
soit entre l'adversaire et ton camp. Ouais. Ils n'ont fait ni l'un ni l'autre. Ils étaient au même niveau que l'adversaire en laissant le champ de l'arrivée du ballon. Parce que quand vous regardez, le ballon arrive, Opoku est dans le dos de Ahmed. Ouais. Mais un défenseur qui est dans le dos du joueur, c'est un défenseur qui ne sert à rien. Il suffit que le joueur ait de la qualité, le défenseur ne peut rien faire. Il faut être soit avant pour prendre le ballon, soit vraiment en face de lui pour empêcher qu'il fasse ce geste-là. Il n'empêchait pas le geste. Ouais. C'est juste une différence de la défense centrale et une grande qualité de buteur de Touré, parce qu'il faut reconnaître son mérite. Il a su se positionner pour avoir cet écran et pouvoir marquer son but tranquillement. Ouais, et il faut dire que c'est un but important sur le plan psychologique, parce qu'à ce moment-là, les deux équipes se rendaient coup pour coup, et on peut même dire qu'il y avait un léger avantage pour l'équipe de l'Africa qui s'était quand même procuré de meilleures situations de but. Mais voilà, hein, le rôle d'un grand attaquant, c'est de débloquer ce genre de situation. Vraiment, Ahmed Touré est un grand attaquant. C'est vrai, quand le jeu se déroulait avec une certaine égalité, on avait l'impression que les 10 équipes étaient au même niveau. C'est un défaut aujourd'hui qu'on doit reprocher à la SEC. La SEC a tendance à mener son niveau de jeu d'abord au niveau de l'adversaire. Puis lorsqu'il se sent menacé, à remonter un petit peu. Élever un tout petit peu son niveau de jeu. Malheureusement, lorsqu'ils sont en match international, ce relèvement-là se fait dans un délitement de la confiance entre eux. Quand ils jouent contre les clubs de Ligue 1 ici, ils sont en confiance. Donc, ils le relèvent en jouant ensemble, en continuant de jouer ensemble. Dès qu'ils sont en Coupe d'Afrique, il y a une baisse de cette confiance. Chacun essaie d'aller à l'exploit individuel et donc du coup ça baisse énormément leur efficacité. Est-ce à dire qu'il y a un problème de mental qui se pose au niveau des joueurs de la SEC Mimosas? Oui, il y a le fait que comme des matchs de ce type, ils n'en ont pas beaucoup en championnat, et bien lorsqu'ils vont en Coupe d'Afrique, ils ne sont pas habitués à devoir relever de très très gros défis. On a vu quand ils ont joué contre les joueurs béninois, on est passé à côté d'une catastrophe. Ils ont réussi à passer. Quand ils ont joué contre les Algériens ici, on a vu la même difficulté. Donc, pour la Coupe de la CAF qu'ils sont en train de jouer, ça sera le vrai défi pour la SEC, ça. Être capable d'entrer de jeu, d'imposer sa supériorité, de vouloir imposer cette supériorité et non de se mettre au niveau de la qualité de l'adversaire. Parce qu'on est chez nous. Quand on est chez soi, il faut tout de suite imprimer à la rencontre le rythme qui est le nôtre. Il faut que l'adversaire déjoue parce qu'on lui impose notre rythme. Peut-être chez lui, et c'est jusqu'à la fin du match, voilà. Ouais. Mais la SEC a tendance parfois à, comme s'il voulait voir quel est le niveau de l'adversaire. Et quand en ce moment-là, l'adversaire le surprend avec un but, il y a un gros choc dans le niveau de confiance. D'accord. On parlait tantôt de pénalty. On va voir le pénalty parce que la joie de la SEC Mimosas, la SEC qui a marqué à la 24e minute, sa joie était de courte durée parce qu'il y a eu justement un pénalty à la 27e minute. Oui, alors je crois que c'est sur ce ballon qui va être donné à Iken. Il prend son élan et puis il tombe. Voilà, exactement. Alors, à la vitesse normale, on s'est dit, allez, l'attaquant vert et rouge a été fauché. Mais on va s'apercevoir qu'en fait, Wanlo ne l'a pas fauché. Tout simplement, il est venu, au lieu de frapper le ballon, frapper le mollet du défenseur central. Mais personne ne s'est plaint, hein, les joueurs de la SEC ne sont pas plaints. Et du coup, c'est Diomandé qui était préposé à ce tir, à ce tir au but. Eh bien, une belle détente horizontale sur son côté droit de Cissé. Malheureusement, pour le talentueux gardien des Jaunes et Noirs, sa défense est restée statique, ce qui a permis à ce même Diomandé de se rattraper sur le geste qui n'avait pas bien marché. Alors, on le voit, hein, on a l'impression qu'il s'est fait faucher, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Et Barézy va bien le faire comprendre à l'arbitre. Voyez-vous, c'est en fait l'attaquant. Alors, Capit, question, est-ce qu'il y avait réellement un pénalty? Non, quand on regarde, il n'y a pas de faute du tout parce qu'on n'a pas vraiment le sentiment que le joueur de la SEC, Wanlo, vient poser un acte contre le joueur de l'Africa. Mais il est clair que lorsqu'on est à l'arrière, qu'on passe le pied devant, les arbitres considèrent cela comme une faute. C'est-à-dire, tant que vous êtes au même niveau, que vous prenez le ballon devant l'adversaire, il n'y a pas de faute. Mais quand vous êtes derrière, que vous passez votre pied devant et vous prenez le ballon au point de déséquilibrer l'adversaire, considère cela comme une faute. Le vrai problème des pénaltys, c'est que le pénalty est une sanction qui est lourde. Donc, ce qui fait qu'il y a des fautes que les arbitres hésitent même à siffler parce qu'ils mesurent le niveau de la sanction avec le niveau de la faute. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de fautes aujourd'hui dans les surfaces de réparation qui ne sont pas sifflées parce que justement le pénalty est une sanction qui paraît excessivement lourde. Moi, je milite pour qu'on siffle toutes les fautes, qu'il y ait 20 pénaltys dans un match, bien qu'il y en ait 20.
pour que les défenseurs comprennent bien que quand on laisse entrer un joueur dans la surface de réparation, on s'est mis soi-même face à un œuf qui devient, quelle que soit la façon dont vous le touchez, ça devient un risque pour vous. Il faut faire en sorte de ne pas laisser les adversaires accéder à votre surface de réparation. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des défenseurs, vous voyez, dès qu'ils perdent le ballon, ils vont s'adosser à leur surface de réparation. Donc c'est eux-mêmes qui se mettent en difficulté dès lors qu'il y a quelqu'un qui entre dans la surface de réparation. Un joueur qui est dans la surface de réparation, il peut prendre tout son temps parce qu'il sait qu'on ne peut plus le toucher. Ouais. Voilà, donc pour moi, je pense que la défense de la SEC a eu le tort d'abord d'offrir cette occasion-là qui était un peu trop facile, je trouve. Et l'arbitre, c'est un jeune arbitre, il s'est laissé abuser par la chute. On aura l'occasion de parler de l'arbitre tout à l'heure. Il s'est laissé abuser par cette chute excessive du joueur de l'Africa. Oui, en fait, il faut bien voir le travail d'Inagoï Ange, le numéro 20 de cette équipe de l'Africa. Quand il va recevoir le ballon, il avait bien vu Aiken dans la surface de réparation, mais il ne lui a pas donné tout de suite le ballon parce qu'Aiken était en situation illicite. Il a gardé le ballon et il a attendu, alors on va le voir, voilà, je crois que c'est sur ce côté, on va donner le ballon à Inagoï, voilà. Un contrôle, il veut donner à Aiken, il crochette du pied droit, il lui glisse le ballon et au moment de frapper le ballon, eh bien, Aiken frappe le mollet de Wanlo. Voilà. Alors, mais bon, comme les joueurs, sur le coup, les joueurs de la SEC n'ont pas tellement respecté, sauf le capitaine Baresi, Boudoué, qui est venu demander des comptes à l'arbitre. Mais bon, pas de souci, l'arbitre a indiqué le point de pénalty. Ils ont compris que c'est rare qu'un arbitre revienne sur sa décision. Il ne reviendra pas. Donc il ne faut pas non plus se perdre toute son énergie. Et moi qui vous en parle, je peux le dire par mon expérience, j'ai toujours été un joueur en grande difficulté à les arbitres parce que j'étais très contestataire. Mais tu perds beaucoup d'énergie là-dedans. Et donc, c'est parfois inutile. Il ne va pas changer sa décision. Sauf si à l'arbitrage vidéo, on peut lui dire, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, allez vers l'arbitrage vidéo. Mais dès lors qu'il n'y a pas d'arbitrage vidéo, il prend la décision à son âme et conscience. Et même parfois, quand il s'est trompé, c'est difficile pour lui de revenir. Il ne va pas se dédier comme ça en une fraction de seconde. Donc, il vaut mieux rester concentré sur l'idée que, OK, c'est arrivé, on passe à autre chose. Oui, et moi, quand on a indiqué le point de pénalty, j'ai dit à mon voisin qui était supporter de la SEC, je dis, c'est pas encore marqué parce que Cissé est capable d'arrêter. C'est un spécialiste Et justement, ce pénalty ça a été transformé en 2 temps. En 2 temps, parce que... Alors, comment expliquer l'attitude des défenseurs de la SEC? Ils étaient pas bien placés, eux non plus. Hein. Alors, il faut dire que cette équipe de la SEC joue des fois avec 4 défenseurs à plat, mais hier, ils ont joué avec 3 défenseurs axiaux. Et je pense qu'ils n'ont pas parfaitement assimilé ce système-là. Les 3 défenseurs axiaux, c'était Goudou Baresi dans l'axe. À gauche c'était Wanlo, et à droite, c'était le Burkinabé Konda, ils ont bien joué d'ailleurs, hein. Mais dans cette défense à 3 axiaux, dans l'espace entre les 2 défenseurs, il y a toujours une possibilité de prendre le ballon et c'est ce qui est arrivé avec le Nigérian Aiken. Non, mais quand on regarde ce penalty, on se rend compte, et c'est une erreur que généralement pratiquent nos joueurs, quand il y a une balle arrêtée, on a l'impression que dans leur tête, ils font une pause. C'est-à-dire que le jeu, pour eux, c'est fini. Donc, dès lors que la balle est engagée, ils ont un temps de retard dans la réaction. Quand on regarde bien le penalty, le shooter a très mal shooté. Il rate son penalty. Une bonne défense, mais les défenseurs prennent ce ballon tout de suite. Mais ils étaient tous à l'arrêt. Ils étaient tous à l'arrêt. Ils étaient statiques. Tous. Statiques. Et les gars, ils sont venus s'excuser d'ailleurs. Oui, parce qu'ils ont bien compris qu'ils ont laissé leur gardien pratiquement tout seul à se débattre. Mais ils ne sont pas les seuls. Pratiquement toute notre défense en Côte d'Ivoire joue pareil. Rappelez-vous, en équipe nationale, on a tout le monde... L'opinion a complètement, comme on dit en français ivoirien, gâté le nom du pauvre Nyawa. Mais les buts que Nyawa prend contre le Cameroun en 2005, c'est notre défense. C'est la défense. Il y a des ballons, il y a un ballon, le 3e but, où Nyawa ramène le ballon, mais sa défense ne vient pas. Les Camerounais sont trop sur le ballon, toute notre défense est à l'arrêt. Donc, nos défenseurs ont tendance à jouer comme si le coup franc, le ballon va sortir, le gardien va prendre, ou bien voilà, on aura un corner, mais en tout cas, il n'y a pas à réagir, on a le temps. On peut faire une pause dans sa tête en attendant que quelqu'un vienne appuyer pour dire « Allez, fin de la pause, on continue ». On y va. Alors, on va faire rapidement le bilan de cette première partie de jeu, le score 1-1. Eh bien, d'abord, les 2 équipes ont joué à 11, hein, il faut bien le dire, ils sont présentés à 11 sur le terrain, mais dans leur meilleure composition possible. Un côté Aztec, je parlais de cette défense axiale avec 3 axiaux devant Cissé qui a été parfait. Alors, sur les côtés, en milieu ou défenseurs sortants, on avait à gauche Sanogo et on avait à droite Angwandian, n'est-ce pas? Et puis, ils venaient renforcer ce milieu de terrain composé de Badié et de Diomandé Hervé. Et puis, devant, on avait Platini comme là, le 9, qui était avec Foncino pour donner de bons ballons
à Touré. Et côté Africa, eh bien, c'était la meilleure formation possible de l'Africa, avec juste un petit détail, c'est qu'on avait gardé Gonazobi pour la fin du match éventuellement. C'est un petit travail tactique, mais ils avaient aligné devant Aiken et Diomandé, qui jouaient un peu en retrait, et un milieu de terrain vraiment très travailleur avec Diallo, avec Ange Inagoyi, avec Kramo, le buteur, et avec Nguessan Séraphin. Et puis derrière cette défense, oh là là, à part le défenseur latéral gauche Olivier Kouakou, eh bien, les trois autres défenseurs n'ont pas du tout été bons. Qu'il s'agisse de Zébré, par trop nerveux, qu'il s'agisse de Opoku, qui n'était pas vraiment dans sa forme, et puis qu'il s'agisse du capitaine Nguessan Priva, qui va avoir un rôle difficile hein, dans cette confrontation qui était souvent dépassée, mais il a quand même des excuses. Il avait souvent devant lui Foncino, il va très vite, il dribble, il avait souvent devant lui Comelan. Lui aussi est très rapide et très rapide. À sa décharge, il a quand même tenu Foncino. C'est plutôt Comelan qui revenait souvent dans le terrain, qui a réussi à le prendre. Parce que lui, il ferme toujours le côté pour aller centrer. Donc, justement, il a tenu Foncino est passé de l'autre côté. Absolument, il allait passer du côté gauche parce qu'il a bien tenu. Nous aussi, nous allons passer de l'autre côté. Absolument. La seconde partie de jeu. Oui. La deuxième mi-temps pour voir le deuxième but de l'Africa Sport. Et c'était à la 64e. Regardez, ça part du côté gauche là-bas. On se transmet le ballon. Iken décale le futur buteur. Kramo, un crochet intérieur gauche, un contrôle et une frappe enroulée du pied gauche. Alors, il faut dire tout de suite que Cissé était masqué. Voilà, il a vu le ballon, il n'a pas vu le départ du ballon, mais vraiment, il y a quand même une petite apathie de la défense des Mimos, parce qu'il avait deux défenseurs devant lui. Il a fait un premier crochet gauche assez large, mais à ce moment-là, c'est l'autre défenseur qui doit rentrer en jeu. Eh bien, il s'est contenté d'un contrôle, et puis pas besoin de dribbler ce deuxième défenseur. Regardez, c'est le numéro 23, voilà, crochet. Alors l'autre ne vient pas au contact, et pas besoin de le dribbler, il va contourner avec cette frappe bien travaillée sur laquelle Cissé va intervenir. Voilà, elle était légèrement déviée en plus, sur laquelle Cissé ne peut que constater les dégâts. Capite. Elle a été légèrement déviée par le joueur qui est venu au contact. Et malheureusement, Cissé qui avait donc fait une anticipation en premier poteau, parce qu'il ne voyait pas le ballon, il est donc venu, il a fait un pas sur ce côté gauche pour voir le départ du ballon. Et le ballon était légèrement contré et donc ça a décrit une trajectoire courbe pratiquement au ras de du poteau droit de Cissé. Donc il a pris un but contre lequel il ne pouvait pas grand-chose parce que sa défense, ils ne défendent pas en attaquant, en avançant. Ils défendent en reculant. Et c'est bon lorsqu'on a une défense, elle est obligée de reculer quand elle a peur d'être dépassée par les appels dans son dos. Mais quand elle est en train de faire cela, c'est pour dire au milieu et aux autres, revenez rapidement au contact de ceux qui sont en train de porter le ballon. Parce que si nous, on continue de reculer, on va se retrouver dans nos buts. Donc, à un moment donné, il faut que ceux-ci viennent. Malheureusement, le milieu qui est venu, il a d'abord cherché à courir, alors qu'il n'avait pas besoin. Regardez le milieu, voilà, Diomandé, qui cherche d'abord à venir vers le joueur qui est à l'extrême. Malheureusement pour lui, la fausse piste de Priva. Voilà, Priva fait le dribble à l'intérieur. Donc, ça les élimine quand même. C'est au dernier moment qu'il fait la remontée vers le joueur de l'Africa. Donc, il a un temps de retard. C'est pas bon à ce niveau parce que, vous voyez, il y en a la limite de la surface de passation, c'est-à-dire à 17-18 mètres du but. À cette distance, un bon frappeur, il a 7 mètres, 7 mètres devant lui pour faire la différence et c'est ce qu'il a réussi. Et là, on le verra bien sur cette action. L'Africa a parfois été capable d'un jeu relativement construit pour essayer d'avancer, ce qui n'a pas toujours été le cas. On a l'impression que cette équipe fonctionne par épisode. Il y a des épisodes heureux où les milieux sont capables de poser le ballon, de réussir leur transmission. Et puis il y a des moments où ils ne réussissent pas du tout leur transmission, surtout après la sortie d'Inagoyi, et ils commencent à balancer les ballons. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que l'entraîneur s'est dit, tiens, si on a commencé à balancer, eh bien Gonazobi sera peut-être le plus approprié. Tout à fait. Alors, il faut dire hein, que ses coéquipiers l'appellent Saïs. Voilà, c'est le gardien numéro 1 de l'Africa. Le gardien numéro 2, c'est Zongo Baba, c'est le Burkinabé. Et le gardien numéro 3, celui qui a joué contre San Pedro, il s'appelle Bamba, alias Bambino. Donc voilà, c'est juste une petite précision. Alors, nous sommes à la 64e minute et là, l'Africa Sport tient le bon bout de cette rencontre. Mais c'était mal connaître, bien sûr, l'ASEC Mimosa qui va égaliser par Badié Bagnon à la 71e minute. Nous voyons ce but. Bon, on va d'abord la révision, mais on va voir le but de l'ASEC. On verra bien qu'à un moment donné, l'ASEC a vraiment pris le jeu en compte. L'ASEC a pris le milieu en main. Regardez, ils sont menés, mais ils ne se précipitent pas. Il faut en sorte de faire tourner le ballon. Il ne faut pas s'impatienter quand on est mené. Ils étaient habités par une certaine confiance. Exactement. Ils savaient bien que cette défense, il fallait construire posément, il fallait faire tourner, il fallait faire en sorte de passer d'un côté à l'autre. Voilà.
et obtenir cette frappe à partir d'une balle en retrait. Et on a la même réalité de défenseurs qui sont allés tous se mettre devant leur gardien et qui, c'est seulement face au retrait, remontent vers le porteur du ballon, mais ils ne réussissent qu'à dévier le ballon et donc à tromper leur propre gardien. Là, sur ce coup, j'ai vraiment apprécié la patience de l'ASEC. Parce que nous tous, quand on est sur un terrain, lorsqu'on est mené et puis qu'on tend vers la fin du match, on a une tendance naturelle à s'impatienter, donc à précipiter les gestes. Ce qui fait qu'il y a un fort taux de déchets dans le jeu. Alors qu'il faut faire exactement le contraire. Plus on approche du temps de fin du match, plus il faut assurer chaque passe. Donc, prendre son temps pour assurer chaque passe. On ne doit plus perdre le ballon. Parce que chaque fois que vous perdez le ballon, l'adversaire peut le garder un moment. Tout à fait. Donc, il ne faut pas se précipiter et jeter les occasions qu'on a, les possibilités qu'on a. Il faut poser, il faut faire circuler, il faut garder. Il faut faire en sorte d'amener l'adversaire à perdre la concentration. Parce que plus vous multipliez les passes, et moins l'adversaire est concentré. Ouais, alors là, sur ce jeu, c'est Foncino qui est venu récupérer le ballon et qui a réussi à décaler sur le côté droit Angbandjan, le numéro 12, qui a légèrement débordé Yao Kwaku-Olivier et puis un centre travaillé qui a pris à revers, il me semble, cette défense de l'Africa, puisque à la chute du ballon, c'est Badié qui s'est présenté et qui a délivré une frappe qui était intéressante, hein, il faut bien le dire, dans la spontanéité et tout, mais il a été quelque peu chanceux. Regardez, parce que voilà, Ahmed Touré vient sur le ballon, il s'efface, Badié vient, il frappe et le ballon est contré par... Opoku qui, en fait, a tourné le dos. Il a tourné le dos au ballon, ce qu'il ne faut jamais faire. Parce qu'il a senti qu'on allait frapper, il a tourné le dos, et le ballon frappe dans son dos et trompe son gardien. Ouais, complètement. Mais vraiment, moi, j'encourage la SEC à avoir le respect de cette qualité de jeu. Parce qu'en Coupe d'Afrique, ils en auront besoin. Il ne faut pas croire que c'est toujours les attaquants qui doivent marquer les buts. Dans le football moderne, c'est plus les milieux qui marquent que les attaquants. Les attaquants sont chargés de faire les appels qui déstabilisent l'axe central de la défense. C'est vrai, Touré Ahmed, il marque beaucoup de buts et il a les qualités pour ça. Ouais. Mais si on ne compte que sur Touré, on peut se retrouver vraiment en grande difficulté face à des équipes qui ont des défenseurs centraux de bonne qualité. Donc, décaler sur le côté, Foncino sait le faire, l'autre à droite sait le faire. Donc, quand on a décalé sur le côté, il faut faire des retraits vers des milieux de terrain qui se font confiance et qui frappent, comme l'autre l'a fait. Il faut arriver à cela, parce que c'est ça qui déstabilise une défense. On appelle le retrait la passe fatidique. Parce que quand on a fait un retrait, les défenseurs sont tous décalés. Vous voyez, ils sont avec ceux qui sont les plus proches de leur but. Donc forcément, celui qui arrive, on ne peut pas faire grand-chose contre lui. Et donc, il faut aller vers l'idée vraiment que les milieux se transforment en buteurs et ne se disent pas qu'il faut que ce soit Ahmed qui marque tous les buts, ou bien comme l'un ou les autres. C'est au milieu, notamment, comment s'appelle celui qui a marqué là, Badié, Diomandé. Il faut qu'ils se disent qu'ils sont des buts. Il est un bon frappeur. Voilà, ils frappent bien. Donc il faut qu'ils se disent que c'est à eux, vraiment sur certains matchs, de faire la décision. Oui, alors Badié en est à ton 7e ou 8e but. Exactement. Il faut le dire, hein, c'est lui qui transforme les pénaltys. Alors il a dû en transformer 6 ou 7, qui a fait dire à quelqu'un, mais là c'est quand même comme certaines équipes qui reconnaissent beaucoup de pénaltys. Mais enfin bon, c'est le fait qu'il a un excellent coup de pied et puis surtout il a une bonne vision du jeu. On avance, la SEC Mimosa a égalisé. Oui. La SEC Mimosa se dit non, on peut y aller, on peut foncer. Donc la SEC Mimosa va marquer son 3e but à la 79e par Ahmed Touré. Oui, c'est une phase de jeu qui est quelque peu confuse, hein, moi je trouvais, parce que la faute a commencé en dehors de la surface de réparation. Non, la faute a été commise en dehors, mais comme je l'ai dit... Mais quand il lance son pied droit, Guessant Priva, il commet l'irréparable. Regardez, voilà, il a lancé son pied droit et c'est à ce moment que l'attaquant de la SEC est tombé au sol. Et avec une grande confiance, eh bien, Ahmed Touré est venu transformer son premier penalty de la saison, hein, contrairement aux autres buteurs de la Ligue 1. Ahmed Touré, il est en concurrence directe maintenant avec Togui Mel. Eh bien, à la SEC, on lui a laissé la possibilité d'augmenter son capital but. Quand on dit qu'il a égalité avec Togui Mel, bon, en parenthèse, il a manqué les 7 ou 8 premiers matchs de la saison. Hein. Donc, il a commencé quand il a commencé un peu tard. Ouais. Mais là, les joueurs de l'Africa ne sont pas pleins plus que ça. Hein. Ils ont fait plus de nervosité dans d'autres phases. Mais là, ils ne se sont pas plaints. Ils ne se sont pas plaints. Ils ne se sont pas plaints. Regardez, le premier contact a lieu en dehors de la surface, mais quand il lance son pied droit, eh bien, il déséquilibre dans la surface de réparation cette fois-ci l'attaquant du bas. L'arbitre a dû appliquer la règle qui veut que, en football, les lignes font partie des zones qu'elles délimitent. Donc, si la faute a lieu sur la ligne des 16,50 m, on considère que c'est à l'intérieur des 16,50 m. Effectivement, le tac, le joueur de l'Africa est en dehors de la zone. Le contact même a lieu en dehors de la zone. Mais quand on regarde, on a bien l'impression que le joueur de la SEC, lui, est déjà dans la zone. Donc, moi, je dis toujours, ce type d'élément, c'est toujours discutable.
Mais quand l'arbitre a déjà pris sa décision, on ne va pas venir refaire le monde. Il faut se réorganiser. Quand l'Africa a marqué son but, moi j'ai vu, dès que l'Africa a marqué son but autour de la 60e minute, j'étais convaincu que la SEC pourrait revenir. Parce que l'Africa d'aujourd'hui, tel que je le vois, n'a pas 90 minutes dans les jambes. C'est une équipe qui a 60-70 minutes dans les jambes. On l'a vu dans tous les matchs. À partir de la 60e, la 70e, c'est une équipe qui est en souffrance jusqu'à la fin du match. Le 1-0 contre Bassam, je ne sais plus quelle équipe récemment, mais les 30 dernières minutes, mais c'était vraiment... Tout le monde était à la ramasse physiquement. Ils ont perdu 1-0 contre Bassam. Exactement. Je veux dire, on se rend compte que c'est une équipe qui n'a pas 90 minutes dans les jambes, mais c'est un peu normal. L'effectif a été quasiment renouvelé à la mi-saison. Ça veut dire que l'entraîneur n'a pas eu le temps de garder ceux avec qui il a fait la préparation de la saison. Ouais. Or, c'est en début de saison qu'on fait la préparation physique. Quand vous recrutez un peu trop de joueurs à mi-saison, vous avez des joueurs qui peuvent être techniquement bons, mais physiquement, c'est difficile de hisser leur niveau physique. On peut juste faire de la maintenance, mais on ne peut pas faire plus que ça. Donc, l'Africa ne peut pas tenir un score si c'est avant la 60e. D'accord, mais on va parler rapidement, on n'a pas assez de temps, on va parler de l'arbitre. Était-il à la hauteur de ces derbys? Je trouvais que l'arbitre a fait un bon arbitrage avec beaucoup de psychologie, parce qu'il y a eu une phase de jeu où il n'a pas sifflé une faute qui a occasionné la blessure d'un joueur de l'Africa dans le camp de la SEC. Et sur la contre-attaque, eh bien, Ahmed Touré s'est trouvé face à Zadi Hortalin et il a mis le ballon dehors. Et le commentateur a même dit, mais heureusement qu'il n'a pas marqué ce but, parce que dès que le ballon est sorti, on a 3 joueurs de l'Africa qui sont précipités sur l'arbitre. Et un 4e, il faut que vous revoyez les images, un 4e qui a poussé ceux qui étaient devant lui. Ils sont rentrés en contact avec l'arbitre. Un arbitre aurait dû sortir le rouge à ce moment-là, au moins pour l'un d'entre eux. Mais il a attendu que Zadi Hortalin vienne calmer le jeu. Et puis voilà, moi je trouve qu'il a maîtrisé le débat. Oui, pour moi, il a fait du mieux qu'il peut. C'est un jeune arbitre. Et puis, je l'ai souvent dit, les arbitres, ce sont des hommes. Hein. De la même façon qu'un joueur peut rater son match, l'arbitre peut lui aussi rater son match, prendre 1 ou 2 décisions qui sont discutables. Mais moi, je suis toujours, je l'ai déjà redit ici, la vidéo est irréversible dans le football. Ouais. Les arbitres sont des hommes. Et à la vitesse humaine, c'est difficile parfois de prendre une décision. Voilà, regardez par exemple le penalty, le premier penalty accordé à l'Africa, la faute de Wanlo. Nous, on le voit au ralenti, on voit clairement que Wanlo ne fait rien de particulier. Mais lui, dans sa position, c'était difficile parce qu'il voit un joueur qui s'écroule d'une façon telle que... Voilà, qui est en position de tir. Et puis, on voit un pied qui passe devant, l'autre s'écroule comme si on lui avait enlevé tous les pieds. Donc, voilà, l'arbitre... Forcément, il siffle. Il se laisse prendre le jeu et il pense qu'effectivement, le joueur a été touché. Donc moi, je reste convaincu qu'il va falloir vraiment que la vidéo progresse assez rapidement pour qu'on n'ait plus de décisions où l'arbitre est mis en difficulté face au public et aux téléspectateurs. D'accord. Un mot, mais sur la mobilisation, sur les supporters qui ont pris d'assaut, massivement, je dirais d'ailleurs même, les tribunes du stade Robert Champrou. Oui, les travées du Champrou étaient remplies, n'est-ce pas? Et il y a même failli ne pas y avoir de place pour le président de la SEC qui a voulu s'asseoir parmi les supporters pour ce match-là. Oui, finalement, on l'a vu dans la tribune. Il y a une polémique autour de ce qu'il a fait. Oui, bon, on ne va pas en parler publiquement, mais je pense que ce n'était pas non plus de gaieté de cœur qu'il était allé s'asseoir là-bas. Il y a eu un petit problème où il aurait pu faire mieux. D'accord. Okay, bon, on va parler de la mobilisation pour l'instant. Ouais. La mobilisation, moi, je voudrais vraiment féliciter tous les supporters, qu'ils soient de la SEC ou de l'Africa, qui ont fait les déplacements. Je suis de ceux ici, sur les plateaux régulièrement, qui appellent les supporters à venir au terrain. Parce qu'une équipe, quand elle joue, elle produit un spectacle. Ce spectacle ne vaut que par ceux qui sont venus. Un joueur, moi je l'ai dit souvent quand je jouais des matchs, parce que j'ai eu à jouer des matchs où le stade est vide. Quand j'ai joué au Soukra pour la SOA, qui n'était pas des clubs populaires, tu joues devant un stade vide. Mais tu as l'impression de ne pas compter. Un joueur qui joue devant un stade vide, il a l'impression de ne même pas compter, de ne pas exister. Donc félicitations à ceux qui sont venus. Mes vifs encouragements à tous ceux qui ont hésité, venez au stade parce que notre football a besoin de public dans les stades. C'est comme ça seulement qu'on pourra développer notre football. Merci, félicitations à vous aussi. Parce que le débat était très intéressant. Ce soir, merci à vous et puis merci à la réalisation. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Et puis bonne suite de programmes sur RTI.